Là, on va pouvoir commencer à parler de canadianisation du théâtre au Québec, dans la mesure où les acteurs français installés à Montréal depuis la fin du 19e ou ceux qui sont arrivés dans les tournées, puisqu'on embauchait des troupes complètes en France dans ces années-là pour une année, 2 ans, 3 ans, certains sont restés, ont été rappelés sous les drapeaux. Alors, il a bien fallu que quelqu'un assure la direction, la propriété, la gestion des troupes, la mise en scène, le recrutement des acteurs. Et ça a donné évidemment un impact profond aux acteurs québécois qui étaient sur place et qui, au fond, se morfondaient dans l'attente de, d'une occasion, d'une opportunité. On pense à Palmieri, par exemple, Julien Sergius Archambault, qui va commencer sa carrière de directeur de théâtre à peu près à cette époque-là. De la même façon que Julien Daoui et Bella Ouellette vont eux-mêmes aussi assurer les premières directions de troupes, là aussi dans ces années à Montréal et à Québec, souvent d'ailleurs avec des systèmes d'alternance. On va mettre sur pied les premiers abonnements. On va aussi décentraliser un peu le théâtre vers le Chanteclair, rue Saint-Denis, l'actuel Rideau Vert, ou vers le Théâtre des Variétés, qui est un peu avant, mais qui va être occupé un peu plus à ce moment-là, qui est sur la rue Papineau. Québec, c'est pareil, ce sera Saint-Roch, plutôt que le Vieux-Québec pour les salles qui gardent des salles de prestige, ou Saint-Roch et non pas encore Saint-Sauveur quand même. Alors, on aura ici une sorte de mise en place des directions d'acteurs et de troupes où les femmes françaises qui sont restées ou les hommes qui sont restés pour toutes sortes de raisons vont travailler là, sous la direction des acteurs canadiens de naissance. Alors, évidemment, à la fin de la guerre, tous les acteurs français ne reviendront pas. Pas toujours pour des raisons tragiques, là, parfois parce qu'ils choisiront de rester. D'autres des plus jeunes vont commencer à venir pour fuir les nouvelles conditions économiques de l'Europe et ces directions vont rester encore pendant un certain temps. Donc là, on commence à parler de grandes carrières professionnelles qui vont durer 40 ans, 50 ans. Mais c'est aussi, Lucie, le moment où le théâtre mélodramatique trouve son public. On pense bien sûr à Léon Petitjean et Henri Rollin qui vont créer la première version d'Aurore l'enfant martyr en 1921, je crois. Pouvez-vous nous parler du succès de cette triste histoire ? Alors, dès le moment de la guerre, on a déjà deux tendances dans le théâtre. On a d'un côté cette tendance à l'embourgeoisement qui va mener à la création des grandes troupes un peu plus tard, et cette tendance au théâtre très, très populaire qui est très étroitement liée au développement d'ailleurs des formes du dime theater ou du burlesque, donc des pièces plus brèves en un acte, d'une durée donc d'une demi-heure, qu'on va présenter en série dans des théâtres plus marginaux comme le Starland, le King Edward. Alors en 21, Henri Rollin et Léon Petitjean, qui sont deux acteurs qui sont actifs depuis la fin du 19e siècle, sont en tournée et au bord de la faillite, en réalité, et arrivant à Québec, trouvent dans les journaux ce fait divers assez sordide, qui est l'histoire évidemment d'Aurore Gagnon, martyrisée par sa belle-mère et décédée à l'âge d'11 ans des suites des sévices encourus. Et là, on est en plein procès et les journaux publient à ce moment-là des comptes rendus très, très détaillés du procès, déjà même parfois sous forme dialoguée, où vous avez les questions des avocats, les réponses des témoins ou des présumés coupables. Et donc, très rapidement, ils vont écrire une première version de la pièce. À partir d'une archive judiciaire. À partir des journaux, d'abord. Des journaux d'abord. Et donc, cette pièce va être créée en 1921, très, très tôt, et avec un succès qui ne s'est jamais démenti par la suite. Alors, on a une première version qui est Le Martyr d'Aurore, une deuxième pièce qui est Le Procès de la marâtre, deux pièces qui seront réunies par la suite dans Aurore l'enfant martyr en 3, 4, 5 actes, une dernière version écrite par Henri Desglin. Vous aurez 5 romans qui seront tirés de la pièce, dont celui d'Émile Asselin qui sera la base du scénario du film qui sera tourné en 1952. Donc on est devant quelque chose d'assez considérable et ce qui fait qu'Aurore devient un personnage mythique de l'histoire du Québec. Et puis il y aura des reprises par la suite. Moi je m'arrête en 52 pour l'instant, mais il y aura un deuxième film, il y aura aussi d'autres pièces par la suite. Mais ici on est devant un succès assez considérable qui sera d'ailleurs lui aussi boycotté par le clergé parce que le clergé n'aime pas d'abord parce que le prêtre n'est pas aussi actif qu'il devrait l'être dans la pièce, qu'on le voudrait dans la pièce, pour soutenir Aurore, mais aussi parce que le clergé n'aime pas
ces pièces qui jouent avec les sentiments du public. Malgré tout. Donc, il y aura assez peu de publicité, mais on sait que les foules ont été considérables. En effet, Lucie, il y a l'anecdote de la comédienne qui jouait la petite fille, Aurore, mais elle va vieillir, la comédienne, à mesure que les productions vont se succéder. Un beau jour, elle ne pourra plus tenir le rôle bien longtemps. Non, c'est ça. Donc, on est d'abord au départ, on a Nanette Varenne, et puis on aura Lucie Mitchell, et les deux reçoivent des œufs à la sortie du théâtre, sont identifiés par le public au personnage d'Aurore lui-même. Oui. Alors, dans ces années-là, aux années 20, au King Edward et au Starland, donc les mêmes théâtres, vont se développer des premières grandes carrières d'acteurs du burlesque, notamment celle d'Olivier Guimond père, sous le nom de Tizoun, qui deviendra évidemment Tizoun Junior quand son fils Olivier Guimond va lui-même entreprendre la même carrière sous le nom de Tizoun Junior. Mais on a aussi toute une série de personnages comme les Pétri, Juliette et Arthur Pétri, et toute une série de clowns burlesques, Pic-Pic, Macaroni, Caroline, et bientôt évidemment la Poune elle-même, Rose Ouellette, qui vont entreprendre de grandes carrières. Ce sont des gens qui écrivent des pièces en série, des textes, des sketchs comiques sans arrêt, probablement aussi éminemment recyclés les uns des autres ou les mêmes d'une année à l'autre, mais peu importe, ils ont une production dramatique considérable. Ils ont aussi des succès assez considérables pendant... Alors, le burlesque va se continuer sous cette forme-là jusqu'à la fin des années 30. On a encore, surtout à Québec, dans les années 50, des théâtres consacrés exclusivement au vaudeville. Et où on trouve par exemple les grandes carrières de Pic-Pic, Teddy Burns et quelques autres, Charlie Ross. Ils ont aussi joué du Yvette Mercier-Gouin au théâtre, n'est-ce pas? Alors ça, c'est la version en bourgeoisie qui veut avoir un théâtre national dès le départ, mais qui n'a pas les moyens qui éprouve des difficultés à survivre aux conditions économiques. Alors la troupe, parmi les comédiens qui ont fait leurs armes pendant la Première Guerre mondiale, on a les cas de Fred Barry et Albert Duquesne qui vont fonder la troupe Barry-Duquesne, qui sera probablement la troupe la plus connue des années 20, troupe à laquelle va se joindre Henri Desglin après son arrivée, donc vers 1925, pour devenir la troupe Barry-Duquesne-Desglin. Alors, cette troupe va acheter le théâtre Chanteclair sur la rue Saint-Denis et s'installer avec une production de théâtre contemporain, français essentiellement, mais en offrant l'option à quelques écrivains québécois de se produire. Et on aura notamment, effectivement, Yvette Mercier-Gouin qui va créer sa grande pièce Cocktail et obtenir un certain succès. C'est une pièce qui est écrite pour Antoinette Giroux, qui elle-même, à ce moment-là, avec sa sœur Germaine, sont les deux grandes comédiennes les plus connues du répertoire. Et alors, Yvette Mercier-Gouin va écrire une dizaine de pièces, d'abord au Stella et après la fermeture du Stella en 1935 à l'Arcade. Donc une dizaine de pièces assez importantes. Donc peu sont publiées, mais bon, quand même. Les EDC, on a les archives à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui nous permettent de les consulter, avant de faire jouer d'ailleurs une de ces pièces à Paris, La Réussite. La même année qu'Henri Desglin finit par faire jouer aussi une pièce à Paris qui est Jean du Pays ou quelque chose comme ça. Et après la guerre, donc, les troupes de théâtre vont continuer à produire une série d'inspiration plus catholique avec les Compagnons de Saint-Laurent. Alors, on a le théâtre populaire en première version, le théâtre en bourgeoisie en deuxième version, et il y a toujours ce mouvement, et c'est là que le théâtre s'organise vraiment sérieusement. C'est qu'on arrive entre les deux à avoir un théâtre qui se veut plus expérimental, plus jeune, plus nouveau, dégager des impératifs commerciaux du théâtre professionnel, en même temps distant des formes plus populaires. Et là, on aura un certain nombre de troupes, théâtre intime, théâtre de la jeune scène, qui vont être très informés du théâtre fait Jacques Copeau en France et du mouvement des Little Theatre aux États-Unis, qui va nous parvenir ici, en particulier par la voix de Martha Allen au Montreal Repertory Theatre. Alors, d'un côté, vous avez ces jeunes troupes, cette jeune scène qui se produit au Monument National et dans quelques autres petites salles plutôt de l'ouest de la rue Sainte-Catherine, et vous aurez du côté du mouvement des Compagnons, sous l'influence de Jacques Copeau, Léon Sonserel, Henri Guéon, toute une série de troupes comme les Compagnons de Notre-Dame à Trois-Rivières, les Compagnons de la Nef à Québec, mais surtout la plus connue, les Compagnons de Saint-Laurent à Saint-Laurent, sous la direction du Père Legault. Dans les premières années, les Compagnons de Saint-Laurent vont faire essentiellement du théâtre catholique et communautaire. Legault va étudier en Europe à la fin 38-39, il est ramené par la guerre, mais
non sans avoir fait un détour par le Hall de Vic à Londres chez Michel Saint-Denis, qui est le neveu de de Jacques Copeau, c'est-à-dire. Et à partir de là, elle va commencer à avoir un répertoire un peu plus moderne, un peu plus intéressant, si on peut dire. Et pendant la guerre, un certain nombre d'acteurs français vont se réfugier à New York, dont Ludmilla Pitoëff, qui va venir rencontrer les compagnons avec lesquels elle va monter les premières pièces de Claudel. Et c'est elle qui va donner une chance à des acteurs, des compagnons moins connus, parce que les compagnons sont anonymes à ce moment-là, qui sont Jean-Louis Roux et Jean Gascon, de parfaire leur formation et de commencer à se faire valoir sur une scène de façon sérieuse.